Bienvenue dans cette émission consacrée cette semaine au monument le plus emblématique de Paris, la Tour Eiffel. Un lieu qui symbolise aux yeux du monde entier, à lui seul, la capitale française. Nous allons bien sûr gravir ces marches, partir à la découverte de ce lieu qui attire 7 millions de visiteurs chaque année. La Tour Eiffel a encore des surprises, des secrets à nous réserver. Vous allez découvrir par exemple que Gustave Eiffel n'est pas son seul concepteur. C'est la plus grande star de Paris, celle que tous les touristes veulent voir. La Tour Eiffel offre une vue imprenable sur la capitale et à elle seule cristallise tout ce que le voyageur est venu chercher. Pour moi, la Tour Eiffel symbolise la romance, la beauté, la sensualité, la liberté, la France, quoi. Pour moi, la Tour Eiffel, ça veut dire l'amour, la romance, la sensualité aussi. Pour moi, c'est le bonheur. Ça symbolise la France et aussi l'amour. Et l'on croit tout savoir sur elle, sa taille, 324 mètres de haut, sa date de naissance, 1889, la tour la plus haute du monde à l'époque. Cet historien la connaît par cœur. Secret numéro 1, ce n'est pas Gustave Eiffel qui l'a dessinée, mais 2 ingénieurs qui travaillaient pour lui. C'était un projet à 3 et après il l'aura racheté. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'elle ne s'appelle pas la tour Nouguier, Coquelin, Eiffel. Elle s'appelle la tour Eiffel, tout ça, parce qu'il a racheté le projet et c'est à lui. Et c'était dans les termes du contrat qu'il avait le droit d'exploiter, etc. Eiffel n'en reste pas moins le génial bâtisseur. Savez-vous que sa tour a été repeinte 19 fois déjà par des acrobates, comme ceux qui l'ont construite. Ces alpinistes du fer, ces montagnards de la tour, ont, comme il se doit, commencé par le haut. D'abord rouge, puis ocre, jusqu'à ce bronze si célèbre aujourd'hui. Autre anecdote, le nombre de marches des escaliers en colimaçon. À l'époque, il n'était pas le fruit du hasard. De la base, au sommet, jusqu'au 3e étage, il y avait 1792 marches. C'était l'année de la proclamation de la République en France. Il a fallu noircir 4000 mètres carrés de papier pour les croquis préparatoires. Une prouesse architecturale dont l'arrière-arrière-petit-fils de Gustave Eiffel est très fier. Il n'a pas fallu du tout de modification, c'est ça qui est incroyable. Ça s'est monté comme un mécano géant. À l'époque, toute la famille Eiffel s'est approprié la tour. Son frère avait préconisé des cures, il était docteur, il a préconisé des cures au 3e étage pour les personnes qui avaient du mal à respirer. La Dame de Fer a aussi fait avancer la science. C'est de son premier étage qu'au début du siècle, un inventeur aujourd'hui oublié voulut prouver que l'homme pouvait voler comme un oiseau. Tragique innovation. Le parachute primitif ne s'ouvrit pas. C'est là aussi que voici 40 ans eurent lieu les premiers essais de télégraphie sans fil. Détesté à l'époque, ses détracteurs l'a surnommé le suppositoire solitaire. Aujourd'hui, on serait bien malheureux d'imaginer Paris sans elle. Nous voici au premier étage de cette tour Eiffel, l'étage le plus large qui abrite notamment un restaurant, une boutique ou encore un salon de réception. Et nous sommes en compagnie de Bertrand Lemoine. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes architecte, ingénieur, historien, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez consacré de nombreux ouvrages à cette tour Eiffel et à son concepteur Gustave Eiffel. Tout d'abord un mot sur l'histoire de ce lieu. Cette tour Eiffel, c'était d'abord une œuvre provisoire. Oui, c'est une œuvre qui a été construite en fait pour la grande exposition universelle de 1889 qui marquait le centenaire de la Révolution française et pour laquelle on voulait quelque chose d'énorme. La tour la plus haute du monde, tout simplement, 300 mètres de hauteur. C'était une tour provisoire qui devait durer 20 ans initialement, parce que le terrain appartient à la ville de Paris. Au bout de 20 ans, on ne sait pas trop ce que serait devenue la tour si Eiffel ne s'était employé justement à la faire vivre. Alors comment est-ce qu'il a réussi à faire ça? C'est grâce à la science notamment? Il a fait tout un tas d'expériences scientifiques, de mesures, notamment sur la résistance de l'air, en faisant tomber des corps le long d'un câble sur la tour Eiffel, en construisant une soufflerie à ses pieds, mais c'est surtout la radio. Le support d'antenne que constitue la tour, 300 mètres de hauteur, ça permet de communiquer à longue distance, notamment avec les forts de l'Est de la France. Et par conséquent, ça a donné à la tour une valeur stratégique pour les militaires, et ça a permis de conserver la tour. Alors c'est la réalisation la plus connue de Gustave Eiffel, mais ce n'en est qu'une parmi de très nombreuses, il y en a partout dans le monde.
Oui, la tour Eiffel, c'est un peu l'arbre, si on veut, qui cache la forêt des réalisations d'Eiffel. Eiffel a fait, avant de construire la tour, bien sûr, beaucoup de choses. Des grands ponts métalliques, le viaduc de Garabi, un grand viaduc à Porto. Parce que c'était un ingénieur, mais c'était aussi un homme qui avait le sens des affaires. Gustave Eiffel, c'est un ingénieur formé à l'école centrale, mais à 32 ans, il fonde sa propre entreprise avec une jeune expérience seulement. Il va s'aider de capitaux familiaux, il va trouver aussi des bons collaborateurs, des bons appuis politiques. Il va savoir innover aussi, et c'est finalement quelqu'un qui a développé une entreprise. Il ne faut pas oublier cette dimension d'entrepreneur d'Eiffel. Ce n'est pas seulement un ingénieur, un technicien, mais c'est aussi quelqu'un qui a su développer, construire, réaliser, au point de construire évidemment cette tour magnifique. Une tour qui a donc servi à la radio, à la télévision. Aujourd'hui, c'est une attraction touristique, mais est-ce qu'elle a d'autres utilités en dehors de se visiter? C'est un lieu qui symbolise quelque part la ville qui l'accueille, qui symbolise même la France. Un lieu aussi qui symbolise sans doute par sa dimension, par sa forme un peu inhabituelle, extraordinaire, et parce que cette construction métallique, légère, un peu diaphane comme ça, elle est toujours un symbole d'audace, de progrès finalement, une valeur peut-être qu'on devrait reconsidérer aujourd'hui. Nous sommes à présent au deuxième étage de la Tour Eiffel, juste à côté du restaurant Le Jules Verne. Si vous voulez manger ici et avoir une jolie vue, pensez quand même à réserver plusieurs mois à l'avance. La Tour Eiffel est victime de son succès. En témoignent aussi les longues files d'attente à ses pieds. Pour autant, est-elle rentable? On voit ça tout de suite. À l'époque, la construction de la Tour Eiffel avait coûté près de 7 800 000 francs or, l'équivalent aujourd'hui de 32 millions d'euros. 127 ans plus tard, grâce à la technologie et aux machines, une réplique exacte reviendrait moins cher, 28 millions d'euros seulement. 1 million pour les 18 000 pièces métalliques qui la composent et pour les divers matériaux, le reste pour la main-d'œuvre. Mais ça, c'est sans compter la valeur du terrain ni sa valeur touristique. Symbole de Paris, la Tour Eiffel est le monument payant le plus visité du monde. Elle attire chaque année 7 millions de personnes, dont 80% d'étrangers. Pour entrer à l'intérieur, chaque visiteur paye entre 3 et 17 euros. À pied, c'est moins cher, mais il faut grimper 704 marches jusqu'au deuxième étage. Pour aller jusqu'au sommet, ascenseur obligatoire. En haut, perché à 276 mètres, on dispose d'une vue jusqu'à 60 km à la ronde. L'affluence est telle que les ascenseurs parcourent en un an l'équivalent de 2,5 fois le tour de la Terre. Revers de la médaille, les frais d'entretien sont importants. Chantier permanent, la Tour Eiffel est par exemple repeinte tous les 7 ans. En tout, 250 000 m² de surface à recouvrir. 60 tonnes de peinture sont nécessaires et il faut compter 1 an et demi pour tout repeindre. Malgré tout, le monument rapporte. La Tour Eiffel génère chaque année plus de 78 500 000 euros de chiffre d'affaires. Nous voilà maintenant dans les coulisses de la Tour Eiffel, un secteur qui ne se visite pas. On a déjà vu qu'il était compliqué de repeindre ces nombreuses poutres. Alors imaginez-vous changer des ampoules ici, sur cette Tour Eiffel. Elles sont très nombreuses. D'ailleurs, la Tour Eiffel est depuis sa création régulièrement illuminée et vous allez voir qu'elle en a vu de toutes les couleurs. Dès le début de sa carrière, la Tour Eiffel illumine le ciel de Paris. D'abord, peinte en rouge. Gustave Eiffel avait imaginé un système d'éclairage alimenté par des sphères alimentées au gaz. Et l'électricité servait uniquement aux phares, au sommet, et à 2 projecteurs mobiles qui étaient déplacés pour éclairer soit les grands monuments parisiens, soit les pavillons de l'exposition universelle. À l'orée du XXe siècle, l'éclairage devient entièrement électrique. 5000 ampoules brillent dans ses arêtes, puis c'est au tour d'André Citroën d'inscrire son nom en lettres lumineuses sur l'édifice de 1925 à 1936. L'année suivante, pour l'exposition des arts et techniques, des néons multicolores et des dentelles de feu habillent chaque soir la Dame de Fer. La Seconde Guerre mondiale plonge la tour dans l'obscurité, et ce, jusqu'à la fin du siècle. Mais le passage à l'an 2000 redonne à la Dame une nouvelle parure. Des projecteurs éclairent la tour et lui donnent une couleur dorée, et 20 000 ampoules sont installées pour un scintillement au début de chaque heure, pour le plus grand bonheur des touristes. Cet homme et son appareil photo
veillent au grain. Je vais photographier les lampes à éclat qui constituent le scintillement de la tour Eiffel pour vérifier leur état de fonctionnement. Là, il y a un souci. Il analyse ensuite les clichés. C'est bien. 16, 17, 18, 19, panneau 19. Ouais. Sur le système, je sais qu'il y a un défaut électrique. Je sais où ça se passe, mais je ne peux pas dire si c'est une lampe, un connecteur, un court-circuit. Des cordistes sont alors chargés de vérifier. Ils progressent à 150 mètres du sol. Donc là, on met la nouvelle ampoule. Ok. Je te passe les cordes, tu me les installes. Le plus compliqué, c'est l'environnement, donc la météo. Le fait que tout le matériel soit attaché, sécurisé, qu'il y ait une méthodologie qui soit mise en place pour ne pas avoir le droit à l'erreur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on travaille sur la tour Eiffel et surtout au-dessus du public, quoi. Depuis les années 2000, la tour Eiffel élargit sa palette et devient militante. Bleue, aux couleurs de l'Europe, lorsque la France prend la présidence tournante de l'Union européenne en 2012. Verte pour la COP21. Parfois aussi, elle s'éteint lorsqu'elle est en deuil après les attentats de janvier 2015. Mais chaque année, elle laisse éclater sa joie le 14 juillet, pour le plus grand bonheur des artificiers et des spectateurs. Et c'est dans le vent, au sommet de cette tour Eiffel, que l'on referme cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur France 24.